Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. La carrière de l'attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, salué hier soir au Golden Foot. Ses empreintes rejoindront bientôt la promenade des champions. Le Yacht Club de Monaco accueille de nouveaux membres. Nous avons suivi la cérémonie d'intronisation en présence de nombreuses personnalités. Puis nous vous emmènerons à Londres ce soir, revivre l'année 2022 en Grande-Bretagne, une année marquée notamment par la disparition de la reine Elisabeth II, mais pas seulement, comme nous le confiera notre invitée, la journaliste Marie Billon. Noël, fête de famille et fête de la solidarité. L'association Le Rocher du Cœur a réalisé le rêve de petites filles malades qui sont devenues princesses le temps d'un soir. Et 2022 lui a souri, vice-champion de France du 400 mètres, médaillé de bronze au championnat d'Europe en relais 4x400. Théo Andan sera avec nous pour revivre son année si particulière. Et puis à la fin de ce journal, nous vous présenterons les enjeux de la prochaine rencontre de l'AS Monaco Basket en Euroleague. La Roca Team se déplace à Milan demain. Quel est le point commun entre Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic ou encore Luka Modric, mis à part le fait d'être de grands joueurs de football? Eh bien, ils ont tous remporté le prix Golden Foot. L'événement a fêté ses 20 ans hier au Grimaldi Forum et il aura sacré une nouvelle star du ballon rond, l'attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski. Il a reçu son prix des mains du prince Albert II. Justement, quel regard porte le prince souverain sur les 20 ans du Golden Foot? C'est la question que lui a posé Frédéric Elion. C'est un grand anniversaire, ça paraît, il me semble que c'est hier que les premières conversations avec M. Caliendo et ses équipes pour instaurer cet événement, mais instaurer aussi la promenade des champions ici à Monaco, et cette belle idée de garder un souvenir, je dirais pas éternel, mais presque, de tous ces grands champions dans le bronze et dans la pierre, ici en Principauté. C'était une très belle idée. Et peut-être qu'un jour, un monégasque ou un ancien rouge et blanc figurera parmi le palmarès des Golden Foot. Football toujours et la reprise imminente du championnat de Ligue 1. Avant leur déplacement à Auxerre mercredi prochain, les rouges et blancs ont affronté l'équipe anglaise de Leeds en match amical. Les joueurs de Philippe Clément ont signé un beau succès grâce à Brel Mbolo, Gelson Martins et Ismaël Jacobs. Victoire 4-2. Retour à présent sur la soirée d'intronisation des nouveaux membres du Yacht Club de Monaco. Elle a eu lieu hier soir en présence du prince souverain. Plus de détails dans ce reportage de Christinda Thomel sur des images de Sylvain Péroumal. Présentés par des parrains sociétaires et introduits par le prince Albert, les nouveaux membres ont été intronisés officiellement hier soir par le souverain lors d'une cérémonie au Yacht Club en présence de l'ensemble des membres. Adhérer à sa philosophie, porter fièrement ses couleurs et être engagé à ses côtés, telles sont les valeurs que doivent posséder les membres du Yacht Club de Monaco, des valeurs que possède Philippe Ortelli, qui a eu l'honneur et la surprise de compter dorénavant parmi les nouveaux membres du Yacht Club, après avoir fait don de son voilier Argine 3, un voilier qu'il a acquis en 2000 et entièrement restauré par ses soins, un bateau inscrit au patrimoine maritime de Monaco. Ce bateau a été construit en 1960 par le professeur Châtelain, que nos anciens ont connu à Monaco, à l'hôpital de Monaco. Et il est dessiné par un grand architecte français qui s'appelle Monsieur Cornu. Et beaucoup de choses ont été remplacées, un bon tir de la coque, le pont, l'intérieur, le roof. Le mât a été refait à neuf. Et puis, petit à petit, le bateau est revenu, je dirais, dans un état très intéressant pour naviguer. Et c'est une barre franche sur un bateau de 12 mètres qui a déjà fait à l'époque la Giralia et qui est sportif. J'ai cru comprendre que beaucoup d'équipages de Tuiga vont être contentes, puisque principalement des femmes, de naviguer dessus. Et on m'a parlé de courses à Saint-Tropez, de la Palerme Monaco. Et j'espère qu'effectivement, tout le monde pourra avoir beaucoup de plaisir et peut-être gagner pas forcément gagner, mais arriver en bonne place dans ces différentes compétitions.
Lors de cette soirée, un ouvrage a également été présenté et offert au souverain. Le livre Sir Ernst a été dévoilé par ses auteurs qui ont navigué en Arctique. Un livre que vous pourrez trouver à la boutique du Yacht Club ou tout simplement sur Amazon. On essaye de rendre utile notre navigation en témoignant des environnements rencontrés, de leur fragilité, de leur beauté. Et puis en contribuant un petit peu à notre mesure, à la connaissance des océans, on a fait des mesures bathymétriques pour l'organisme hydrographique international qui est à Monaco, fondé par le prince Albert Ier en 1921. On a mesuré des profondeurs sur place dans des endroits qui sont peu cartographiés ou pas cartographiés à l'heure actuelle. Nous préparons une prochaine navigation d'ici quelques jours. Le bateau est actuellement à Puerto Williams, au Chili, et nous emmènerons virtuellement les enfants hospitalisés atteints du cancer à bord du bateau, sachant qu'effectivement 10% des ventes issues des recettes du livre iront à la recherche sur le cancer pédiatrique. À l'occasion de cette soirée, la cérémonie des Yacht Club Monaco Awards a également eu lieu. Différents trophées ont été remis à des navigateurs de renom. Le trophée qui met en lumière la jeunesse et le futur a été remis à Noah Garcia pour son engagement et son dynamisme. Le Yacht Club de Monaco réunit à ce jour plus de 2000 membres répartis en 60 nationalités et occupe une place unique dans le monde du yachting et de la grande plaisance internationale. Cette fin d'année est l'occasion pour nous de faire le bilan sur bien des domaines et porter un regard sur l'année qui vient de s'écouler. Si de nombreux événements ont marqué les 12 derniers mois de la Principauté, qu'en est-il en Grande-Bretagne? Quels sont les moments forts que les Britanniques retiendront cette année? Connectons-nous à Londres pour le savoir. Bonsoir Marie Billon. Bonsoir. Vous êtes journaliste, correspondante à Londres pour de nombreux médias. L'événement majeur que la Grande-Bretagne retiendra cette année et que le monde entier gardera en mémoire, c'est sans aucun doute la disparition de la reine Elisabeth en septembre dernier. Effectivement, c'est vraiment ce qui aura marqué l'année 2022 pour les Britanniques. Même si beaucoup, finalement, ont fait leur deuil de la reine, s'attendaient depuis longtemps à ce qu'elle décède, et beaucoup m'ont dit que c'est finalement le temps qui passe normalement, qu'ils l'avaient eu pendant assez longtemps et qu'ils étaient heureux qu'elle puisse partir dans de bonnes conditions. Donc, même si c'est quelque chose d'important pour eux, ça n'est pas toujours la première chose dont ils parlent quand on leur demande qu'est-ce que vous retenez de l'année 2022, parce qu'ils sont finalement... La monarchie existe toujours, il y a cette continuité qui s'est très bien faite entre Elisabeth II et Charles III, et donc il y a quelque chose d'assez naturel pour les Britanniques dans la continuité de la couronne. Et qu'est-ce qu'ils retiendront justement de cette année 2022, les Britanniques ? Certains retiendront ce qu'ils voudraient oublier, c'est-à-dire les hauts et les bas politiques. On a quand même eu 3 différents premiers ministres pour l'année 2022 et quand même beaucoup d'atermoiements, on va dire, dans la classe politique. Donc c'est quelque chose que beaucoup vont retenir. Et puis les difficultés du coût de la vie générées par la guerre en Ukraine et d'autres raisons comme ça, la manière dont les politiques ont géré justement ces différentes crises du coût de la vie. Et puis en ce moment les vagues de grève qui sont liées justement au coût de la vie. C'est quelque chose qu'ils retiennent énormément. Pour en revenir sur la disparition de la reine Elisabeth, quel regard les Britanniques portent sur les premiers mois de règne du roi Charles III ? Plutôt positif et agréablement surpris par Charles III dès le début, dès qu'il a pris la suite de sa mère, il a agréablement surpris. Il y a eu déjà une passation qui a été très très bien faite, des hommages qui ont été très bien faits par Charles III et toute la famille royale, et puis des débuts qui ont été très positifs pour Charles III. On avait peur évidemment qu'il soit très opinionné, qu'il ait beaucoup d'opinions et qu'il ait du mal à rentrer finalement dans son rôle de monarque, mais très rapidement il a montré qu'il savait quel costume il devait enfiler, et il a très bien assumé ses nouveaux habits. Et puisque l'on parle de la famille royale, l'actualité, c'est également le documentaire que la plateforme Netflix a sorti sur le prince Harry et Meghan. Quel regard les Britanniques portent sur cette histoire ? Pas très
positif au Royaume-Uni en tout cas. Meghan bien sûr a ses soutiens, a ses supporters. Meghan et Harry ont leur soutien et leurs supporters, mais la plupart des Britanniques, surtout dans les plus âgés, en veulent beaucoup au couple pour avoir remis en cause la manière dont la famille royale fonctionne et remettre en cause des fois un peu leurs complaintes, même si il y a quand même cette idée que le racisme dans la famille royale, l'impérialisme dans l'histoire de la famille royale est quelque chose qui n'a pas été assez directement peut-être abordé par la couronne, et c'est quelque chose qui est mis en lumière par Harry et Meghan dans leur documentaire, et qui peut-être sera repris par d'autres personnes ici au Royaume-Uni pour essayer de construire quelque chose dessus. Donc pas que du négatif, mais j'ai effectivement parlé à beaucoup de Britanniques qui étaient très fâchés avec Harry et Meghan. J'avais notamment fait un reportage chez un coiffeur la veille justement de la sortie des épisodes, qui m'avait dit c'est le genre de conversation pour laquelle il faut poser les ciseaux parce que les gens ont vraiment beaucoup d'opinions et sont très passionnés sur ce genre de sujet. On parlait tout à l'heure de la crise sociale et économique. Comment les Britanniques abordent-ils cette nouvelle année ? Écoutez, eux, ils sont inquiets parce qu'ils savent que les prix augmentent, l'inflation est à plus de 10%, elle a un petit peu baissé, mais de quelques 0, quelque chose, donc ça, ils voient pas vraiment la différence. Ils voient aussi qu'il y a de plus en plus de grèves dans les services publics, et c'est le cas de beaucoup de Britanniques. Ici, on dit que beaucoup doivent choisir entre heat et eat, c'est-à-dire entre manger ou se chauffer. Donc, que ce soit pour payer les factures, pour aller faire les courses ou même pour s'inquiéter s'ils ont quelqu'un de malade chez eux, gravement ou pas, même juste pour avoir un rendez-vous chez un généraliste, les Britanniques ont l'impression que la vie est quand même bien compliquée en ce moment. Et vous, Marie Billon, quel moment garderez-vous en tête de cette année 2022 ? Ce sera certainement le moment où je crois quand j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave avec la reine Elisabeth II. C'était la question au gouvernement qu'il y a tous les mercredis au Parlement, et j'ai vu le ministre qui était en charge de tout ce qui est la famille royale se lever et susurrer quelque chose dans l'oreille d'un autre ministre et ensuite aller parler à l'opposition. C'est à ce moment-là que vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'historique qui était en train de se passer. On ne verrait pas ça d'habitude. Donc c'est pour moi, je pense que ce que je retiendrai. Et puis cette queue for the Queen, cette queue qui a duré des heures et des heures, qui venait jusqu'en bas de chez moi, et j'habite loin de Westminster, et cette queue qui était absolument parfaite, personne qui doublait, même les gens qui sortaient pour aller boire quelque chose ou pour aller aux toilettes, personne ne se faisait doubler. Peut-être qu'il ne se montre que dans des moments historiques comme ça, mais qui était vraiment très très touchant et très impressionnant pour quelqu'un qui n'est pas britannique. Eh bien, merci beaucoup, Marie Billon, d'avoir été avec nous depuis la Grande-Bretagne, depuis Londres, pour évoquer avec nous l'année 2022 en Grande-Bretagne. Merci beaucoup et passez de très belles fêtes. Merci, belle fête à vous aussi. Et cette année 2022 aura aussi été une nouvelle fois impactée par le Covid-19. Même si le taux d'incidence est en baisse en principauté, le gouvernement princier recommande de se faire dépister avant les fêtes de fin d'année, souvent synonymes de rassemblements familiaux et aux moments conviviaux. Pour rappel, le centre de dépistage accueille les monégasques et les résidents du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, et ceci sans prise de rendez-vous. Plus d'informations sur le site internet www.gouv.mc. Intéressons-nous à présent à ce moment hors du temps qu'on peut vivre des princesses d'un soir. L'association Le Rocher du Cœur a permis à de jeunes filles malades de réaliser leurs rêves dernièrement. Christine Datomel vous partage cet instant sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Des rires cristallins résonnent dans la caserne des Carabiniers du Prince, lieu où les petites filles ont chaussé leurs pantoufles de verre et revêtu leurs plus belles robes avant de rejoindre en carrosse l'hôtel Hermitage. Âgée de 5 à 8 ans, la vie n'a pas été tendre avec ses enfants du service oncologie de l'hôpital Larcher et habituée à faire preuve d'un courage exemplaire et d'une détermination hors du commun pour leur jeune âge. C'est avec des étoiles plein les yeux que les petites filles affichaient un sourire timide et malicieux, empli de gratitude. Le temps d'une soirée, l'association Le Rocher du Cœur va tenter de leur faire oublier la maladie et la douleur à ces enfants en leur offrant une soirée digne des plus beaux contes de fées. Alors en fait, on suit l'aventure de Bernard Boucher qui avait créé cette association, et il est parti à la retraite. Alors du coup, on a décidé avec Eric de poursuivre l'aventure, de reprendre l'association, donc d'aider ces petites à sortir du quotidien de l'hôpital
donc leur offrir le temps d'une soirée, une soirée complète, princesse. Ce qui me plaît dans cette aventure, c'est surtout le sourire des princesses. C'est surtout ça, de voir les yeux qui pétillent. C'est ce qui nous plaît le plus. C'est notre plus belle récompense, c'est ça. Déjà, ça fait du bien à la santé mentale de Yosra et le fait qu'elle voit qu'elle n'est pas toute seule et que voilà quoi, elle soit heureuse. Et est-ce que c'est difficile au quotidien ? Au début, oui, mais maintenant, on vit avec. On vit avec. C'est surtout Yosra qui est courageuse. Je suis Aurore. Aurore. D'accord. Et quel âge tu as ? 6 ans. 6 ans. Et alors, tu te sens comment dans cette petite robe ? Bien. Et tu l'as choisie au milieu de plein d'autres robes ? Oui. Et pourquoi tu as choisi celle-là ? Parce que c'est ma préférée. Alors, t'es quelle princesse ? La princesse Anna. Et c'est toi, ça, Anna, non ? Oui. Les 8 petites princesses ont donc été accueillies à l'hôtel Hermitage par le chef en personne et c'est entre 2 éclats de rire que les enfants se sont prêtés au jeu des questions-réponses avec le chef qui a concocté spécialement pour elles un repas gastronomique. Alors chef, vous êtes entouré de princesses. Quel repas leur avez-vous préparé ? Alors on leur a fait des petites surprises dont je ne vais pas tout dévoiler, mais ils vont commencer avec un petit saumon mariné avec une petite fleur de pomme. Avec des petits brillants. Ensuite, on va leur faire une petite volaille, un petit filet de poulet avec une purée, une bonne purée maison. Et après, petit dessert. Puis ils vont avoir une belle table, une très très belle table. Tu manges bien, toi ? Moi aussi, des fois. Par contre, je me suis cassé le genou. Tu t'es cassé le genou ? Ouais. Bon, c'est pas grave ça, tu peux manger quand même. Oui. Bon. Non, je pense qu'on va passer une bonne soirée en leur compagnie et puis ça va être un bon début de Noël à la fois pour nous parce que ça nous fait vraiment plaisir de participer et puis de passer ce bon moment avec les enfants. Donc on est ravis. Et si la sainte patronne de la principauté veille sur tout ce petit monde, pour l'association, rien n'est plus beau que le sourire d'un enfant. Une soirée des 1001 nuits qui s'est achevée telle qu'elle a commencé, dans la joie. Chaque petite princesse est repartie avec un cadeau, mais surtout avec des souvenirs inoubliables. Voilà pour cette belle action de l'association Le Rocher du Cœur. Parlons athlétisme à présent et d'un athlète que nous suivons depuis un petit moment déjà sur Monaco Info. Sa progression ne cesse d'épater et elle est justifiée. En 2022, tout aura souri à Théo Andan et à 23 ans, le spécialiste du 400 mètres, licencié à l'AS Monaco Athlétisme, a encore de belles ambitions. Justement, il est avec nous ce soir pour revenir sur son très beau parcours, là où tout a commencé sur la piste du Stade Louis II. Bonsoir Théo. Bonsoir. Est-ce que l'on peut dire que 2022 a été l'année de la confirmation pour vous, la confirmation de vos attentes, mais aussi celle d'une grande carrière qui vous tend les bras avec la France ? On peut dire ça. J'ai rempli quasiment tous mes objectifs cette année. Je suis passé sous les 46 secondes, c'était un objectif qui me tenait à cœur. Et puis j'ai connu mes 2 premières sélections en équipe de France avec une médaille de bronze à Munich. Donc j'ai vraiment pu confirmer un peu les attentes qui pesaient sur moi. Et je suis satisfait de mon année. Oui, on va revenir ensemble, Théo, sur votre année 2022. Si on regarde dans le rétroviseur, votre année a très bien commencé. Elle a débuté à Caen avec votre titre de vice-champion de France sur 400 mètres. C'était l'objectif de l'année parce que mon entraîneur nous préparait pour cet événement parce que c'était l'événement qui pouvait nous qualifier aussi pour des championnats du monde et des championnats d'Europe. Je savais qu'en allant là-bas, il y avait moyen de pouvoir réaliser quelque chose de grand. Et puis j'ai réussi à me surpasser ce week-end-là en battant mon record personnel en qualification. Puis après en finale et en passant sur les 46 secondes. Donc ça a pu m'ouvrir, ça m'a ouvert des portes pour des compétitions internationales l'été, quoi. Oui, cela vous a amené à votre première sélection avec la France, une 7e place en relais au championnat du monde à Eugene aux États-Unis et surtout cette très belle médaille de bronze au championnat d'Europe, toujours en 4x400. Des expériences formidables, vraiment sont des compétitions qui vont me permettre de courir plus vite, je pense, dans le futur.
Et puis voilà, surtout de pouvoir courir avec les meilleurs athlètes mondiaux et surtout de pouvoir gagner une première médaille internationale avec justement juste ces 2 premières sélections en équipe de France. Donc franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Ouais, une médaille de bronze en 4x400. Ce relais méritait une médaille depuis un moment. Vous concernant, cette sélection, c'est la récompense de tout un travail réalisé. Hein. Sur cette année, oui, c'est la récompense d'un travail. Après, voilà, je ne m'arrête pas sur ça. Je suis quand même content d'avoir apporté cette médaille. Voilà, maintenant, mais je vise quand même plus haut, et les Jeux Olympiques, les championnats du monde l'année prochaine. Donc voilà, j'espère que le travail que je fournis maintenant actuellement à l'entraînement va payer pour ces prochaines échéances. Oui, vous revenez d'un stage de 3 semaines à La Réunion. C'est ça l'objectif 2023, notamment avec l'équipe de France, mais aussi avec Monaco, parce qu'il va y avoir les Jeux des petits États d'Europe au mois de mai. Les Jeux des petits États vont être une étape importante pour moi dans ma préparation. Je crois que j'ai l'occasion de pouvoir devenir l'athlète le plus médaillé ou le plus titré à ces Jeux. Donc c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Et puis voilà, essaye de me qualifier pour les championnats du monde à Budapest en fin août. Et ça sera une étape importante pour moi dans l'optique des Jeux Olympiques de Paris, quoi. Alors on le rappelle, vous êtes licencié à l'AS Monaco Athlétisme. Vous avez pris la décision il y a quelques années, sous l'impulsion de votre entraîneur Jacques Candouzo, de poursuivre votre progression à l'INSEP. C'était le meilleur choix selon vous ? Oui, clairement c'était le meilleur choix. Il n'y a pas mieux en France pour pouvoir s'entraîner. On a des infrastructures qu'il n'y a pas ailleurs. Et du point de vue du double projet, mon projet professionnel qui est de devenir journaliste sportif, je peux pas espérer mieux pour concilier études et entraînement. Vous étiez d'ailleurs venu en stage à Monaco Info. Oui, il y a 4 ans de ça, et j'ai passé 2 bonnes semaines. Et quel souvenir vous gardez de vos années passées à Monaco ? La principauté, c'est aussi vous récompenser, puisque vous avez été une nouvelle fois sacré sportif de l'année. C'est une récompense qui me fait beaucoup plaisir, qui me tient à cœur. Quand je reviens ici, c'est toujours un plaisir. Voilà, il y a toujours une ambiance familiale au club. Je suis toujours accueilli comme il se doit, et ça me fait très plaisir, même, notamment quand on se retrouve pour les interclubs ou pour des compétitions comme les championnats d'Europe des petits États ou les Jeux des petits États d'Europe. C'est vraiment une ambiance que j'apprécie, qui me fait du bien quand je reviens ici. Donc voilà, je sais que quand je reviens ici, quand je reviens dans le sud pour prendre du bon temps, voilà, je sais que je vais passer des bons moments avec le club, quoi. Eh bien, merci beaucoup Théo Andan d'avoir été avec nous ce soir. Félicitations pour cette année 2022. Merci. Et on vous souhaite bien évidemment tout le meilleur pour l'année 2023. Merci, c'est gentil. On reste dans le sport avec du basket. La phase allée de l'Euroleague arrive bientôt à son terme et la Roca Team, 3e du classement, impressionne. Pour la 15e journée, Monaco s'en va défier Milan, qui à l'inverse est l'une des grandes déceptions de ce début de saison. Milan est à la 17e place. Choc des extrêmes donc en prévision. Yannick de Bever vous livre toutes les informations à connaître sur cette rencontre. Pas de vacances de Noël pour la Roca Team qui se déplace ce vendredi à Milan pour la 15e journée de l'Euroleague. Après une semaine compliquée et 2 défaites en 3 matchs, les Monégasques savent qu'ils ne peuvent se permettre d'être un peu en dessous et de jouer à réaction. C'est une équipe qui en ce moment se cherche. Elle est dangereuse parce que justement ils ont un peu le couteau sous la gorge, donc ils doivent gagner et ils feront les efforts. Donc après, pour nous, il ne faudra pas tomber dans le piège, quoi. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous, la façon dont on va aborder les matchs, comment on est concentré. En tout cas, on sait que personne ne peut nous arrêter si on vient avec le bon état d'esprit. La 17e place au classement des Milanais peut être vue comme une anomalie lorsque l'on jette un coup d'œil à leur effectif composé de multiples talents, dont le dernier arrivé, Timothée Luau-Cabarro, vice-champion d'Europe avec Eli Okobo cet été. C'est une formation plombée par les blessures mais qui garde tout de même le potentiel d'une équipe de Final Four, comme peuvent l'être Fenerbahçe ou Barcelone, 2 équipes qui ont déjà battu Monaco cette saison. This game shows us, how you should, behave or play against top 4 teams, especially Fener and Barca. They will be there, it's obvious that they're going to be there, and that we should adjust on this kind of game, and do much better responding playing the same way.
Jordan Lloyd, de retour à l'entraînement collectif cette semaine, sera du voyage. L'arrière américain, désormais masqué, pourrait être amené à faire son retour à la compétition. Possiblement une bonne nouvelle donc pour la Roca Team qui affronte l'Olympia Milan ce vendredi à 20h30. Et cette rencontre sera bien évidemment à suivre en direct sur notre antenne. Et puis on l'a appris hier, Elie Okobo et Mike James ne participeront pas au All-Star Game LNB. Les deux joueurs avaient été sélectionnés, ils devaient faire un choix pour leur soirée du 29 décembre, participer à ce show du basket français ou bien jouer la 16e journée d'Euroleague face à Kaunas. Évidemment, la compétition a primé, Monaco ne sera donc pas représenté cette saison au All-Star Game. Dans un tout autre domaine, la veillée de Noël et la messe pontificale seront données samedi à 23h30 en la cathédrale de Monaco, mais aussi dans d'autres paroisses. Retrouvez les lieux et les horaires sur le site internet du diocèse. À noter également que la messe du jour de la Nativité sera à suivre en direct sur notre antenne dimanche à partir de 10h30. Et puis en cette période de fête de fin d'année, Monaco Info vous propose une programmation de fête avec notamment le soir du 24 décembre la diffusion de la 44e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. L'occasion de voir ou revoir les plus beaux numéros avant le coup d'envoi de la 45e édition le 20 janvier prochain. Et puis retour en images sur ce concert de musique baroque qui s'est tenu dernièrement en la cathédrale de Monaco. Un concert à 6 voix surprenant qui aura permis au public de découvrir des grandes pièces majeures des maîtres de la Renaissance. Rejoignons à présent Christinda Tomel pour vos prévisions météo. Bonsoir Christinda, quel temps fera-t-il demain ? Vendredi, la journée est généralement ensoleillée avec quelques passages nuageux. Une légère brise soufflera tout au long de l'après-midi. Du côté des températures, comptez 11 degrés pour les minimales et 17 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 7h59 et se couchera à 16h58. Demain, nous fêterons les Armands. Merci Christinda. Tout à l'heure, nous revenions sur l'année 2022 en Grande-Bretagne et les événements marquants qui ont rythmé la vie au Royaume-Uni ces 12 derniers mois. À Monaco aussi, nous vous avons posé la question et ce soir, c'est au tour de Thomas Fouilleron, directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier, de nous livrer le moment qu'il retiendra de 2022. Il est au micro de Christinda Tomel. Comment ne pas évoquer pour cette année 2022 qui s'achève comme temps fort le centenaire de la disparition du prince Albert Ier, mais un moment peut-être plus particulier d'émotion, de redécouverte d'un de ses textes majeurs, La carrière d'un navigateur, lu par Charles Berling le soir de la première séance du colloque universitaire qui a eu lieu au musée océanographique et où, devant un public très réduit, sans doute une audience beaucoup plus réduite que celle à laquelle Charles Berling est habitué, il a fait vivre cet ouvrage, ce récit de voyage du prince Albert Ier, incarné véritablement avec la passion que Charles Berling a pour la mer, a pour la navigation, et donné à tous l'envie de lire ou de relire ce livre que souvent on ne connaît que par son titre. Le centenaire de la disparition du prince Albert Ier restera bien évidemment comme l'un des événements marquants de cette année 2022. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en images avec les photos de Stéphane Dana qui vous emmène ce soir sur la piste de roller du stade nautique Régnier 3. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.